Imagine un homme qui, pendant quelques heures, tient entre ses mains le destin de la France. Et le père, arraché par la foule d'une assemblée en ébullition, pendant qu'au dehors les généraux conspirent, les parrains se tiennent prêts, et qu'un autre nom, plus grand, plus lourd, s'impose à sa place, Charles de Gaulle. Pierre Pflimlin, ce jour-là, n'a que quelques jours, peut-être quelques heures, pour sauver une république qui s'effondre. Il ne le sait pas encore, mais toute sa vie, depuis un matin glacé de février 1907 à Strasbourg, l'a préparé à cet instant où l'histoire se joue à la seconde près, dans l'ombre d'un rival gigantesque, pour comprendre comment ce fils de petite bourgeoisie alsacienne se retrouve face au général au cœur d'une crise d'État. Il faut remonter au tout début, dans une ville qui change de drapeau presque aussi souvent que l'on change de saison. Pierre Pflimlin naît le 5 février 1907 à Strasbourg, dans un monde qui déjà se fissure. Strasbourg n'est pas vraiment française, ni vraiment allemande. Depuis 1871, elle est annexée par l'Empire allemand. Dans les rues, on parle autant l'alsacien que l'allemand. On écoute Wagner autant que les récits de la Révolution française que l'on chuchote en famille. Ce tiraillement, cette identité coupée en deux, devient le décor permanent de son enfance. Son père est employé, catholique pratiquant, attaché à l'ordre et au travail. À la maison, les repas sont sérieux, rythmés par la prière, mais aussi par des discussions politiques que le petit Pierre écoute, les yeux grands ouverts. On ne parle pas seulement de salaire et de moisson, on parle aussi de frontières, de la France d'avant, de cette patrie perdue, que certains n'ont jamais vue, mais qu'ils idéalisent. La mère, plus silencieuse, incarne l'autre pôle, la douceur, la langue française qu'elle glisse dans les berceuses, presque en cachette, comme un trésor fragile. Dans la cour de l'école, pourtant, c'est une autre réalité. Les leçons sont en allemand. Les cartes accrochées au mur placent Strasbourg au cœur de l'Empire. Le jeune Pierre apprend docilement la grammaire germanique, récite des poèmes de Goethe, mais lorsqu'il rentre chez lui, il change. De langue comme on change de vêtements. L'enfant vit littéralement dans un double monde, cette fracture intime, ce conflit permanent entre deux appartenances, va devenir le moteur secret de toute sa vie politique. Il ne cessera jamais de vouloir réconcilier, concilier, rassembler ce qui est déchiré, puis en 1914, le grondement lointain devient tonnerre. La Grande Guerre éclate. L'Alsace redevient une frontière en feu. Dans les rues de Strasbourg, on voit défiler les uniformes gris-vert. On murmure des noms de bataille. On attend des nouvelles des pères, des frères, des voisins. Pierre n'a que 7 ans quand il voit pour la première fois un cortège funèbre interminable passer sous ses fenêtres. Des cercueils, des veuves en noir, des drapeaux à moitié baissés. La mort, brusquement, n'est plus une abstraction. Quand la guerre se termine, en 1918, c'est un autre choc. Les cloches sonnent à toute volée, les drapeaux français réapparaissent, comme sortis de caches secrètes. Pour le jeune adolescent, le monde bascule une fois encore. Les panneaux de rue sont changés, les maîtres d'école aussi. Les manuels d'histoire sont réécrits. Du jour au lendemain, l'Empire allemand devient l'occupant d'hier. La France est célébrée comme la libératrice. Strasbourg redevient française. Le garçon, lui, comprend une chose essentielle. Les frontières, les régimes, les puissances passent, mais les gens restent, avec leurs blessures, leurs doutes, leurs mélanges. Dans ces années d'après-guerre, il choisit sa voie. Ce sera le droit. Il veut comprendre comment fonctionne cette mystérieuse machine qu'on appelle l'État, comment se fabriquent les lois qui décident de tout. Il étudie à Strasbourg, puis à Paris, puis à Fribourg. Chaque ville ajoute une couche à sa personnalité. À Strasbourg, il garde l'accent, les racines, la sensibilité rhénane. À Paris, il découvre le Paris politique, les grands débats intellectuels, les cafés où l'on refait le monde jusqu'à minuit. À Fribourg, il respire l'air d'une Europe encore morcelée, mais dont il pressent déjà qu'elle ne peut pas survivre à une seconde boucherie généralisée. Ce n'est pas un tribun flamboyant, pas un orateur qui écrase la salle d'un coup de poing sur la table. Pierre Pflimlin est discret, presque timide, mais sous cette réserve se cache une volonté inflexible, parfois entêtée. Il lit beaucoup, il écoute plus qu'il ne parle, et quand il parle, ses phrases sont pesées, mesurées.
Une autre forme de puissance, moins spectaculaire, mais redoutablement tenace, dans ces années 1930, où la France danse en équilibre au bord du gouffre, entre crise économique, montée des extrémismes et souvenirs encore brûlants de 1914-1918, Pierre se rapproche du mouvement démocrate chrétien, ses convictions catholiques le poussent vers une politique sociale, humaniste, mais fermement attaché à la démocratie parlementaire. Là encore, il se situe entre les blocs, refusant aussi bien les fascismes que les tentations révolutionnaires. Cette position médiane, cet instinct du compromis, deviendront sa force, et plus tard sa faiblesse, face à des hommes comme De Gaulle, qui parlent au pays un langage de rupture. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Pour l'Alsace, c'est comme si une ombre gigantesque retombait sur le Rhin. Les discours haineux, les défilés armés, les autodafés de livres ne sont plus des rumeurs. On peut les capter à la radio, les lire dans les journaux. Dans les cafés de Strasbourg, certains se réjouissent en secret, d'autres frémissent. Pierre, lui, observe avec une inquiétude glaciale. Il connaît la culture allemande, il en aime la musique, la philosophie, mais ce qu'il voit monter n'a rien d'une renaissance. C'est une idéologie de mort. Quand la guerre éclate en septembre 1939, il a 32 ans. Avocat établi à Strasbourg, respecté mais encore loin des premiers rôles, il voit sa ville vidée en quelques jours. L'évacuation de Strasbourg, décidée par les autorités françaises, est l'un de ces épisodes dont on parle peu, mais qui marquent une génération. Des dizaines de milliers d'habitants partent précipitamment, sacs sur le dos, enfants par la main, vers le sud-ouest, notamment vers la région de Périgueux. Pierre suit le flot. Cette marche forcée, ces gares noires de monde, ces familles éparpillées, laissent en lui une impression de chaos et d'abandon. L'effondrement de 1940, la débâcle, la signature de l'armistice, tout cela se déroule comme une catastrophe accélérée. En quelques semaines, la France bascule de la fierté inquiète à la stupeur honteuse. L'Alsace est à nouveau annexée de fait par l'Allemagne nazie, soumise à une germanisation brutale. Pour Pierre, c'est l'humiliation ultime. Voir sa région, sa ville, sa langue, une fois encore utilisée comme terrain de jeu des empires. Mais cette fois, il n'est plus un enfant spectateur. Il est un homme, un juriste, un futur responsable. Il doit choisir. Il ne se rallie pas à Vichy. Très vite, il se rapproche de réseaux qui, sans encore parler tous de résistance, refusent la soumission. Il s'engage dans ces cercles discrets qui organisent des liaisons, des fuites, des sauvetages. Le risque est immense. L'occupant nazi considère les Alsaciens comme récupérables, mais ceux qui affichent une fidélité à la France sont traqués avec une férocité particulière. Pierre devient un homme à surveiller. Ses déplacements, ses contacts, ses paroles sont épiées. Un jour, il apprend que son nom figure sur une liste de personnes à arrêter. Quelques lignes tapées à la machine, mais qui, dans le contexte, équivalent à une condamnation presque certaine. Il est contraint de fuir, de changer de cache, de prendre fausses identités, pseudonymes. Le juriste sérieux, le futur ministre au costume sombre, devient un fugitif. Il traverse des gares de nuit, se terre dans des chambres minuscules, retient son souffle au passage des bottes dans l'escalier. L'homme du compromis découvre dans sa chair que face à la barbarie, il n'existe plus de juste milieu. Il faut résister ou se coucher. Le régime nazi le condamne à mort par contumace. Ce n'est pas une menace vague, c'est un jugement réel, prononcé sur un papier officiel, quelque part dans des archives d'outre-Rhin. Son nom est associé à une sentence, la mort. Cette réalité s'imprime en lui comme un tatouage invisible. Quand il survivra, quand il siégera plus tard dans les instances les plus solennelles de la République, il gardera toujours en mémoire ce simple fait. Il a déjà été, officiellement, un homme à abattre. Dans ces années d'ombre, il rencontre aussi d'autres résistants, parmi lesquels des personnalités qui, après la guerre, occuperont la scène politique nationale. Là encore, une rivalité silencieuse, presque souterraine, commence à se dessiner. Certains rêvent déjà de refonder la France sur des bases radicalement nouvelles, autour d'un homme providentiel, d'un chef. D'autres, comme Pierre, imaginent une démocratie parlementaire rénovée, plus sociale, plus européenne, mais sans culte du sauveur.
Le nom de Charles de Gaulle circule, respecté, admiré, mais parfois murmuré avec une pointe de crainte. Deux visions de la France libre, deux lignes qui, dans les maquis et les salons de clandestinité, cohabitent encore. Plus tard, elles s'affronteront. Quand vient la Libération, en 1944, Pierre Pflimlin ressort vivant de ce labyrinthe de périls. Beaucoup de ceux qu'il a connus pendant ces années d'ombre n'ont pas eu cette chance. Certains ont disparu dans les camps, d'autres sous les balles, d'autres encore dans les interrogatoires interminables. Lui, le condamné à mort en sursis, se retrouve presque brutalement propulsé dans la lumière d'une France qui veut juger, reconstruire. Se venger et se ressaisir tout à la fois, c'est là qu'une autre course contre la montre commence. Tout va très vite. Il faut remettre sur pied des administrations effondrées, rétablir l'autorité de l'État, organiser des élections, redonner confiance à une population épuisée et méfiante. L'Alsace, tout juste libérée, saigne encore. Il faut réparer les routes, les ponts, les écoles, mais aussi les liens humains, brisés par des années de propagande, de dénonciation, de rumeurs. Des familles entières sont divisées entre ceux qui ont accepté la germanisation de façade et ceux qui l'ont refusée. Pierre Pflimlin s'engage alors à plein dans la politique, il rejoint le mouvement républicain populaire, MRP, ce grand parti démocrate chrétien qui rassemble de nombreuses figures de la résistance et des intellectuels, des militants sociaux. Le MRP se veut le parti du renouveau moral, de la réconciliation, de l'Europe à construire. Pour Pierre, c'est un prolongement naturel de tout ce qu'il a vécu. Il sait que si l'Europe retombe dans ses vieux réflexes de rivalité nationale, le compte à rebours vers une troisième apocalypse est déjà enclenché. Élu député du Bas-Rhin en 1946, il entre dans cette Assemblée nationale où se pressent des destins immenses, des égos surdimensionnés, des survivants de toutes les tragédies du siècle. Les débats sont âpres, passionnés. On y parle Constitution, planification, nationalisation, colonie, Allemagne. Derrière chaque article de loi se cachent des traumatismes récents, des rancœurs encore brûlantes. Pierre, lui, choisit ses batailles. Il se spécialise dans les questions économiques, agricoles, européennes. Il n'est pas encore au sommet de l'affiche, mais il grimpe patiemment. Déjà, pourtant, les lignes de fracture se dessinent. À gauche, on le trouve trop modéré, trop lié à l'Église, trop conciliant avec le capitalisme. À droite, certains le soupçonnent d'être trop social, trop européen, pas assez national. Et au-dessus de tout cela, comme un spectre majestueux, plane toujours la figure du général de Gaulle, retiré à Colombey, mais jamais vraiment absent. Pierre sait qu'un jour, ces deux Frances, celle du compromis parlementaire auquel il croit et celle du recours à l'homme providentiel, se retrouveront face à face, il ne sait pas quand, mais il sent que le temps joue un rôle cruel. Chaque crise, chaque émeute, chaque gouvernement qui s'effondre rapproche ce moment. Dans les couloirs de l'Assemblée, certains murmurent déjà que la 40e République, cette construction bancale aux gouvernements éphémères, ne tiendra pas longtemps. Pierre, lui, est convaincu qu'on peut la sauver, la stabiliser, la rendre plus efficace, à condition de travailler vite, de réformer, de rapprocher les camps ennemis. Encore une course contre la montre. Encore un duel silencieux avec cet autre scénario de l'histoire, celui où l'on appellera de Gaulle pour balayer tout le système pendant que les années passent, que les gouvernements se succèdent, que les crises coloniales s'annoncent. Pierre Pflimlin affine ses armes. Ministre de l'Agriculture, puis des Finances, il s'impose comme un technicien respecté, un négociateur habile, un homme de dossier, capable de rester à la table des discussions jusqu'au milieu de la nuit. Dans les villages alsaciens, dans les couloirs de Bruxelles, où se dessine l'embryon de la future Europe, son nom commence à circuler. On parle de lui comme d'un homme sérieux, celui qu'on appelle quand il faut trouver une solution. Mais derrière cette image rassurante, une tension invisible ne cesse de monter. La France s'enfonce peu à peu dans le drame colonial. L'Algérie s'embrase, l'armée s'impatiente, l'opinion se divise, et chaque jour qui passe rapproche le pays d'un point de rupture. Dans ce paysage qui se charge d'électricité, deux trajectoires se dirigent l'une vers l'autre, celle de Pierre Pflimlin, le parlementaire, du compromis, et celle de Charles de Gaulle, le général du salut national. Et l'horloge, silencieusement, continue de tourner.
Le 13 mai 1958, pendant qu'à Alger des paras encerclent les bâtiments officiels, un homme à Paris fixe d'un regard vide l'horloge, qui trône au-dessus du perchoir de l'Assemblée, les aiguilles avancent, implacables. Il sait que, quelque part de l'autre côté de la Méditerranée, des officiers prononcent déjà son nom avec mépris, qu'ils le traitent de lâche, de politicien de salon. Il sait aussi qu'un autre nom circule sur toutes les lèvres, comme une incantation. De Gaulle, de Gaulle. Chaque minute qui passe rapproche la France d'un point de rupture, et lui, Pierre Pflimlin, n'a peut-être plus que quelques heures pour sauver la République, ou pour disparaître de l'histoire. Pour comprendre comment cet homme discret, presque effacé, se retrouve soudain au centre d'un ouragan qui menace de balayer un régime entier. Il faut revenir quelques années en arrière, au cœur d'une 80e République qui grince de partout mais tient encore debout. Dans ce système qu'on dit ingouvernable, avec ses coalitions instables et ses gouvernements qui tombent au moindre courant d'air, Pierre Pflimlin se taille peu à peu une place singulière, celle de l'artisan obstiné, du ministre qu'on appelle quand le dossier semble insoluble. Ministre de l'Agriculture d'abord, il se heurte à un monde paysan encore traumatisé par la guerre, méfiant envers Paris, obsédé par le prix du blé et du lait. Là où d'autres voient un secteur archaïque, il voit le cœur battant d'une France rurale qui nourrit littéralement le pays. Il passe ses week-ends dans les villages, discute avec les syndicats agricoles, écoute les colères, les peurs. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, mais c'est là qu'il forge sa réputation, celle d'un homme qui ne méprise jamais ses interlocuteurs, qui préfèrent la table de négociation à la tribune enflammée, puis vient Bercy. Ministre des Finances, il plonge au cœur de ce qui fait trembler tous les gouvernements. Les chiffres seuils, déficit, inflation, francs menacés, reconstruction à financer. La France veut des routes, des écoles, des usines, des logements. Elle veut aussi des salaires plus élevés, des retraites, de la sécurité sociale. On réclame tout de suite. Les caisses, elles, ne suivent pas. Dans cette équation impossible, Pierre Pflimlin se révèle être un funambule. Il taille dans certaines dépenses, en protège d'autres, négocie avec les syndicats, avec le patronat, avec les banquiers, avec les partenaires étrangers. Il sait que chaque décision peut faire tomber un gouvernement. Les nuits sont longues, les cendriers débordent, les téléphones sonnent jusque tard. Il tient. Dans les couloirs de l'Assemblée, on commence à chuchoter « Pflimlin, lui, il tient la route ». Ce compliment, dans la bouche de députés qui ont vu défiler des ministres comme on change de chemise, vaut de l'or. Certains commencent même à le voir plus haut, pas tout de suite, pas encore, mais un jour. Un jour, quand il faudra un homme de confiance pour diriger un gouvernement fragile dans la tempête, son nom sera sur la liste. Pendant ce temps, au-delà de la Méditerranée, une autre horloge s'emballe. En Algérie, la guerre ne dit pas son nom, mais elle est là. Attentats, embuscades, représailles, villages brûlés, tortures, couvre-feu. La 80e République, déjà si mal assurée sur ses bases, se retrouve entraînée dans un conflit colonial qu'elle ne maîtrise pas, les gouvernements se succèdent, chacun promettant une solution, intégration, réforme, autonomie, répression, sans jamais réussir. À imposer une ligne claire, l'armée, sur place, voit ces hésitations comme une faiblesse mortelle. Les officiers, pour beaucoup, haïssent ces politiciens qui changent d'avis au gré des débats. Et au milieu de ce chaos, les rumeurs enflent. Certains militaires sont prêts à forcer la main à Paris, à remettre de l'ordre. Même contre le pouvoir civil, dans cette atmosphère électrique, une présence plane sur la vie politique française comme une ombre gigantesque. Charles de Gaulle. Retiré à Colombey, officiellement à l'écart, il n'en continue pas moins de recevoir, de réfléchir, de publier, à chaque nouvelle crise, à chaque changement de gouvernement, la même question ressurgit. Et si on rappelait le général ? Pour les uns, il est le sauveur possible. Pour les autres, la menace d'un césarisme qui balayerait les partis, les assemblées, ce fragile équilibre parlementaire auquel tient Pierre Pflimlin. Entre les deux hommes, la rivalité n'est pas un duel de tribunes. Elle est plus sourde, plus profonde. Pflimlin incarne la foi dans la démocratie parlementaire, dans les compromis laborieux, dans l'Europe qui se construit pierre après pierre. De Gaulle incarne le grand récit national, l'autorité verticale, l'appel direct au peuple. L'un parle dans les commissions,
l'autre dans l'histoire. Leur rapport de force semble, dès le départ, inégal. Et pourtant, en cette seconde moitié des années 1950, c'est bien le discret alsacien qui se trouve au cœur du dispositif. Car, tandis que le nom de Gaulle reste tabou dans certains partis, Pierre Pflimlin devient, lui, l'homme de confiance de la 4e République. Il participe aux grandes négociations européennes, à ces discussions feutrées où l'on prépare les traités qui lieront demain le charbon, l'acier, puis les économies entières de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Benelux. Il sait, lui, ce que signifie une frontière qui change de couleur sur une carte. Il porte encore en lui les blessures de Strasbourg, ballottées entre deux empires. Pour lui, l'Europe n'est pas un slogan, c'est un vaccin contre la folie meurtrière des nationalismes, mais cette vision à long terme se heurte brutalement à l'urgence algérienne. La France ne supporte plus ce déchirement permanent entre un futur européen prometteur et une guerre coloniale qui la ronge de l'intérieur. Les gouvernements tombent les uns après les autres sur la même question. Que faire de l'Algérie? Maintenir coûte que coûte cette France d'outre-mer au prix du sang? Négocier avec ceux qu'on appelle encore des rebelles, mais qui se vivent comme des combattants de l'indépendance? Accorder des droits sans aller jusqu'à la rupture? Chaque option divise, chaque mot devient explosif. Au début de 1958, la tension atteint un niveau insupportable. Les attentats se multiplient, les colons d'Algérie se sentent abandonnés, l'armée fulmine. À Paris, on sent confusément que le temps se rétrécit. Il va falloir une décision, une vraie, pas un compromis bancal. Mais qui osera la prendre? Qui acceptera de porter ce fardeau qui peut briser une carrière, un parti, un régime tout entier? C'est là que le nom de Pierre Pflimlin s'impose. Il n'est pas le plus charismatique, pas le plus célèbre, pas le plus aimé du peuple, mais il a quelque chose que d'autres n'ont plus, une réputation de sérieux, de droiture, de compétence. Beaucoup de députés, même parmi ceux qui ne partagent pas toutes ses idées, se disent qu'il est peut-être le dernier à pouvoir tenter de sauver la 4e République, le dernier à pouvoir, par la seule force de la raison, empêcher que la France ne bascule dans une aventure militaire ou dans une dictature de fait. Le 8 mai 1958, le président René Coty lui propose de former le gouvernement. Le compte à rebours commence. Les jours qui suivent ressemblent à un marathon. Il faut composer une équipe ministérielle capable de tenir, négocier des accords entre des partis qui se détestent, rassurer la gauche sans affoler la droite, rassurer la droite sans perdre le centre. Dans les couloirs, certains murmurent que c'est déjà trop tard, que la machine est cassée, que même le meilleur horloger ne pourra plus la réparer. Mais Pierre accepte, parce qu'il croit encore que la République peut se sauver par elle-même. Parce qu'il refuse de voir son pays se jeter, sans débat, dans les bras d'un homme providentiel. Le 13 mai, jour du vote d'investiture, la fièvre algérienne explose. À Alger, une foule de colons, de militaires, de militants envahit les bâtiments officiels. Le général Massu prend la tête d'un comité de salut public. Des parachutistes occupent la préfecture, arrachent les portraits des ministres, on crie « l'Algérie française !» Et, très vite, un autre slogan fuse comme un coup de tonnerre, de Gaulle au pouvoir. À Paris, les nouvelles arrivent par bribes, par télégramme, par flash radio. L'Assemblée est transformée en cocotte-minute. Pendant que les députés discutent du programme de Pflimlin à des milliers de kilomètres, des officiers insubordonnés proclament que ils ne reconnaîtront plus les ordres d'un gouvernement qui trahirait l'Algérie française. La menace est claire. Si Paris ne suit pas, Alger fera sécession et l'armée pourrait bien marcher sur la métropole. Pour la première fois depuis la libération, la possibilité d'un coup d'État militaire flotte dans l'air. Pierre Pflimlin, ce jour-là, est au centre d'une scène surréaliste. Pendant qu'il défend son programme, des voix venues d'un autre continent contestent déjà sa légitimité. Il n'est pas encore officiellement président du Conseil que certains, en uniforme, jurent de le renverser. La rivalité avec De Gaulle, jusque-là feutrée, devient brutale. Ce n'est plus un débat d'idées, c'est un bras de fer pour le pouvoir. D'un côté, un parlement élu, un système légal, un homme de compromis. De l'autre, l'image d'un général attendu comme sauveur par ceux qui rejettent ce parlement, qu'ils jugent faible, corrompu, incapable. Le vote a lieu malgré tout.
Après des heures de débat sous tension, Pierre Pflimlin obtient la confiance. 274 voix pour, 129 contre. La majorité est nette, mais elle a un goût amer. À peine la séance levée, certains députés se demandent déjà combien de temps ce gouvernement pourra tenir face aux pressions d'Alger. Et à l'appel silencieux de Colombey, dans les journaux du lendemain, on lit 2 titres contradictoires, Pflimlin investi et Insurrection en Algérie. 2 réalités parallèles qui ne pourront pas coexister longtemps. Les jours suivants ressemblent à une course folle. Pierre tente d'imposer sa ligne. Fermeté républicaine, refus du putsch, mais ouverture à une solution politique en Algérie. Il envisage un cessez-le-feu, des réformes profondes, peut-être, à terme, une forme d'autonomie. Il sait que cette voie est étroite, qu'elle heurtera de plein fouet les ultras de l'Algérie française, mais il voit plus loin que l'horizon immédiat. Il devine que la France ne pourra pas éternellement maintenir par la force des millions de musulmans dans un statut inégalitaire. Mais pendant qu'il fait les comptes, que son gouvernement s'organise, que des réunions s'enchaînent jusque tard dans la nuit, la montre tourne. À Alger, les comités de salut public se multiplient, la fièvre gagne Oran, Constantine. À Paris, la droite la plus dure et une partie de l'armée se liguent dans l'ombre. La radio diffuse des rumeurs. On parle d'un plan résurrection qui verrait les parachutistes s'emparer de Paris si le pouvoir civil ne cédait pas. L'idée qu'un gouvernement légal puisse être balayé par la force n'est plus une hypothèse d'école. C'est un scénario que certains préparent froidement. Dans ce climat, le nom de Gaulle revient comme une obsession. Lui, silencieux, observe. Il laisse venir. Il se contente de déclarations mesurées, ambiguës, qui laissent chacun projeter ce qu'il veut sur sa personne. Il ne cautionne pas ouvertement le putsch, mais ne le condamne pas non plus avec l'énergie qu'attendrait un défenseur acharné de la République parlementaire. Il se tient à distance, mais chaque communiqué, chaque allusion, renforce son aura. On le dit prêt, disponible, prêt à assumer les pouvoirs de la République, si on le lui demande. Pour Pierre Pflimlin, la situation se transforme en piège parfait. S'il réprime trop durement les factieux d'Algérie, il risque d'embraser l'armée et d'accélérer le coup de force. S'il se montre trop conciliant, il donne l'impression de céder au chantage et décrédibilise encore davantage le régime. Chaque option est dangereuse. Chaque heure perdue renforce De Gaulle. Au fond, c'est une guerre des temps. Le général joue la patience, attendant que la 14e République s'effondre d'elle-même. Pierre tente, lui, de gagner quelques jours, quelques semaines de répit pour stabiliser la situation. Mais l'horloge, cette fois, ne sera pas de son côté. Le 27 mai, dans un communiqué soigneusement pesé, De Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le choc est immense. Pour ses partisans, c'est l'annonce tant attendue, la promesse de l'ordre retrouvé. Pour les défenseurs de la 4e République, c'est un coup de poignard. Le général ne cache plus son intention de revenir, au besoin, en enterrant définitivement le système parlementaire. Le conflit latent entre les 2 hommes est porté à son paroxysme. L'un parle au pays depuis l'extérieur, fort de son prestige, l'autre, enfermé dans le labyrinthe parlementaire, tente de sauver un édifice que beaucoup rêvent déjà de voir s'écrouler. Les manifestations se multiplient. À Paris, la gauche descend dans la rue pour défendre la République contre ce qu'elle voit comme une menace de coup d'État. Des pancartes dénoncent De Gaulle, d'autres soutiennent Pflimlin, d'autres encore s'en prennent au régime tout entier. Le mot « dictature » circule, comme un spectre revenu hanter une France qui croyait en avoir fini avec les aventures autoritaires. Dans cette confusion, Pierre continue de tenir la ligne, de répéter qu'on peut encore éviter le pire. Mais à chaque apparition publique, une question le poursuit, implacable. Pourquoi ne faites-vous pas appel à De Gaulle? Le 28 mai, accablé par les manœuvres, lâché par une partie de ses soutiens, conscient que son gouvernement ne contrôle plus grand chose, Pierre Pflimlin démissionne. Il aura tenu 15 jours. 15 jours pour tenter de sauver une république que beaucoup jugeaient condamnée depuis longtemps. 15 jours pour s'opposer, presque seul, au retour triomphal de celui que l'armée, une partie des colons, une bonne fraction de la droite, mais aussi nombre de Français inquiets, voient comme le dernier recours possible. Quelques heures plus tard, René Coty, à bout de solution, se tourne vers celui que tout le monde attendait. Charles de Gaulle. Le 1er juin, le général est investi à son tour par l'Assemblée.
Il obtient des pouvoirs exceptionnels pour rédiger une nouvelle constitution. La 4e République vit ses dernières semaines. Pierre, lui, assiste à cette bascule avec un mélange de tristesse, de lucidité et de résignation. Il sait qu'il vient de perdre bien plus qu'un poste. Il a perdu un combat historique et pourtant, dans cette défaite, il y a aussi une forme de victoire intime. Jusqu'au bout, Pierre Pflimlin aura refusé de se renier. Il n'a pas appelé de Gaulle en renonçant à ses convictions. Il n'a pas cautionné un coup de force militaire. Il n'a pas sacrifié le Parlement pour sauver sa carrière. Il a choisi de tomber avec ce régime auquel il croyait, plutôt que de se rallier, trop tôt, à celui qui allait le remplacer. Dans les années qui suivront, beaucoup le regarderont comme un homme du passé, un représentant d'une république qu'on jugera, souvent, injustement, incapable et décadente, mais lui n'a pas renoncé à l'idée qu'il habite depuis son enfance à Strasbourg, même lorsqu'elle vacille, même lorsqu'elle semble condamnée, la démocratie vaut la peine qu'on se batte pour elle. Reste une question, lancinante. Que fait un homme politique quand l'histoire l'a ainsi balayé en quelques jours ? Se retire-t-il en silence comme tant d'autres avant lui? S'enferme-t-il dans l'amertume, à ressasser ce moment où tout a basculé? Ou bien tente-t-il de réinventer sa place, ailleurs, autrement, dans un paysage dominé par celui qui fut son grand rival? Pour Pierre Pflimlin, le temps de la réponse ne tarde pas. Tandis que la vieille République se met en place, qu'une nouvelle constitution est adoptée, qu'un président fort s'installe durablement à l'Élysée, il commence patiemment à tracer une autre voie, loin des projecteurs de Matignon, mais plus proche que jamais de ce rêve européen qui, depuis toujours, lui sert de boussole. Cette autre voie ne commence pas dans un palais ministériel, mais dans un couloir anonyme, où résonnent des pas fatigués, une porte claque, un huissier baisse les yeux, et Pierre Pflimlin, l'ancien président du Conseil renversé en 15 jours, se retrouve soudain face à un miroir glacé. Plus de voitures officielles, plus de téléphones qui sonnent toutes les 10 minutes, plus de journalistes qui guettent sa moindre déclaration, seulement un veston un peu trop large, un attaché-case trop léger, et une question qui cogne dans sa tête. Suis-je déjà un homme du passé? C'est là que surgit le premier paradoxe de sa vie sous la vieille République, pendant que Charles de Gaulle s'installe triomphalement à l'Élysée, que les affiches à son effigie envahissent les rues, que la nouvelle constitution grave dans le marbre l'autorité présidentielle. Pierre, lui, choisit délibérément de s'éloigner du centre de la scène. Pas pour fuir, mais pour déplacer le champ de bataille. Il rentre à Strasbourg. La nuit, en traversant la ville, il regarde les façades à pans de bois, la cathédrale qui découpe le ciel, les rails brillants près de la frontière allemande. Chaque pierre lui rappelle une évidence. Ici, plus qu'à Paris, l'histoire européenne est tangible. Ici, on sait ce que cela veut dire d'être pris entre deux empires, de changer de nationalité sans avoir bougé de maison, d'entendre, dans la même rue, des prières en français et en allemand. Si l'avenir ne passe plus par Matignon, se dit-il, alors il passera par cette ville frontière et par l'Europe. Mais à Paris, l'ombre de son rival s'allonge. De Gaulle a gagné, il tient désormais les clés d'un régime construit à sa mesure. Un président fort, au-dessus des partis, un parlement affaibli, des gouvernements qui n'existent que parce qu'il les tolère. Le message est clair, le temps des Pflimlin, des artisans du compromis parlementaire, est révolu. On ne veut plus de ces hommes de nuance, mais des figures de légende, des voix de tonnerre. Le plus surprenant, le premier grand retournement de cette histoire, c'est que Pierre Pflimlin ne va pas se contenter d'être l'opposant. Discret d'un système qu'il n'aime pas, moins de 4 ans après avoir tenté, en vain, de sauver la 4e République, il accepte d'entrer dans un gouvernement de l'aveu, dirigé par Georges Pompidou sous l'autorité de Gaulle. Ministre d'État, chargé de la coopération avec les jeunes États africains issus de la décolonisation. Aux yeux de certains anciens compagnons, c'est une trahison. Aux yeux de d'autres, une preuve de lucidité. Puisque le monde a changé, autant essayer de peser de l'intérieur. Ce choix cache une urgence silencieuse. Le temps file. L'empire colonial français s'effondre, les indépendances s'enchaînent, et les vieilles habitudes de domination ne tiennent plus. Si la France ne propose pas vite une relation nouvelle, respectueuse, avec ces pays qu'elle quitte officiellement, elle les perdra vraiment. Là encore,
un compte à rebours s'enclenche. Pour transformer une décolonisation subie en partenariat assumé, il faut des années. Et on n'en a que quelques-unes. Dans les couloirs du ministère de la Coopération, au début des années 1960, les dossiers s'empilent comme des tours branlantes. Accords monétaires, contrats de formation, aides agricoles, projets d'infrastructure. On discute d'écoles à bâtir à Dakar, de routes à tracer au Cameroun, d'hôpitaux à équiper à Abidjan. Derrière chaque ligne budgétaire, il y a une question brûlante. La France va-t-elle continuer à se comporter en puissance tutélaire ou accepter vraiment l'égalité de partenaires souverains? Pierre Pflimlin se glisse dans cet entre-deux avec son style habituel. Calme, obstiné, précis. Il voyage beaucoup, serre des mains, écoute les nouveaux dirigeants africains qui oscillent entre méfiance et espoir. Il sait que, dans ces capitales encore marquées par les drapeaux tricolores, chaque mot prononcé par un ministre français est scruté, comme un indice de l'avenir. Il tente de rompre avec le ton paternaliste, de parler d'association plutôt que d'assistance. Parfois, les vieux réflexes ressurgissent dans l'administration. Les câbles diplomatiques sont remplis de condescendance. Il s'y oppose, phrase après phrase. Et pourtant, même là, même dans ses bureaux tapissés de cartes d'Afrique, la rivalité avec De Gaulle rôde. Car le général, lui, a sa propre vision de la place de la France dans le monde. Grandeur, indépendance, refus d'un alignement trop étroit sur les États-Unis comme sur l'URSS. Il parle de Europe des nations, d'une communauté de peuples libres, mais se méfie comme de la peste de toute structure supranationale trop contraignante. Là où Pflimlin rêve d'un Parlement européen fort, capable de limiter les égoïsmes nationaux, De Gaulle préfère des chefs d'État qui se serrent la main sans renoncer à leur pouvoir. Ce désaccord n'explose pas en un seul affrontement spectaculaire. Il se diffuse dans 1000 détails. Lors d'un conseil des ministres, quand on évoque la communauté économique européenne, l'un parle de marché, l'autre de destin commun. Quand on discute du rôle du Parlement européen, l'un y voit un simple forum consultatif, l'autre une institution qui, un jour, devra voter des lois contraignantes. En apparence, ce ne sont que des nuances techniques. En réalité, c'est un duel silencieux entre deux conceptions du futur, tandis que Paris continue ses joutes institutionnelles. Strasbourg, elle, devient peu à peu un champ de bataille symbolique. La ville accueille déjà le Conseil de l'Europe, ces parlementaires venus de tout le continent qui se réunissent pour défendre les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Mais rien n'est acquis. D'autres capitales convoitent ce rôle de capitale de l'Europe. Bruxelles, Luxembourg, chacune avance ses pions, promet des bâtiments flambant neufs, des facilités logistiques. Pour les technocrates, Strasbourg est jolie, certes, mais excentrée, compliquée d'accès, lestée de son passé. Pour Pierre Pflimlin, c'est insupportable. En 1959, il se présente à la mairie. On pourrait croire qu'après avoir été l'un des hommes les plus puissants du pays, devenir maire, c'est descendre d'un étage. Pour lui, c'est tout l'inverse. C'est prendre le contrôle du terrain où va se jouer l'un des grands bras de fer de sa vie. Face à lui, à Paris, De Gaulle parle au nom de la France. Lui, à Strasbourg, va parler au nom d'une ville qui veut devenir le cœur battant de l'Europe. Deux légitimités différentes, deux échelles opposées, mais un même enjeu, orienter le sens de l'histoire. La campagne municipale est rude, ses adversaires l'attaquent sur tout, son passé de président du Conseil de la débâcle, sa proximité avec les partis centristes, battus son supposé manque de charisme, certains le décrivent comme un homme fini, accroché à des illusions parlementaires mortes, mais dans les quartiers ouvriers comme dans les rues commerçantes, beaucoup d'habitants se souviennent de l'Alsacien tenace qui, ministre, revenait toujours écouter, expliquer. Et surtout, ils entendent son projet. Faire de Strasbourg non pas seulement une belle carte postale, mais une place forte de la construction européenne. Il est élu, maire de Strasbourg. Là commence un autre compte à rebours, plus discret mais tout aussi implacable. Il a quelques années pour transformer la ville, l'homme équipé, l'ouvrir, avant que les grandes décisions européennes sur le choix des sièges définitifs ne tombent. Si Strasbourg n'est pas prête, si elle n'offre pas assez de lieux de réunion, de logement, de liaison, alors les députés européens et les fonctionnaires, les diplomates pencheront vers Bruxelles. Et tout un rêve basculera.
On le voit alors arpenter des terrains vagues, au bord de l'île, près du Rhin. Il imagine des bâtiments en verre et en béton, des hémicycles où des dizaines de langues résonneront, des couloirs où des parlementaires, anglais, italiens, allemands, français, croiseront des experts grecs ou néerlandais. Autour de lui, certains conseillers municipaux haussent les épaules. On n'a déjà pas assez de logements pour les Strasbourgeois. Et vous rêvez de parlementaires européens? Lui répond qu'il ne s'agit pas seulement de prestige, mais de transformer la ville, de lui donner une place unique dans le continent. Pendant ce temps, le duel avec De Gaulle prend une forme étrange. Les deux hommes ne se croisent presque plus, mais leurs visions s'affrontent dans les couloirs des organisations internationales quand la France, sous impulsion gaulliste, provoque la politique de la chaise vide au sein de la CEE en 1965, bloquant les institutions européenne pour défendre le droit de veto national, Pierre, à Strasbourg, fulmine. Il voit là un geste de méfiance envers l'intégration qu'il appelle de ses vœux. Pourtant, publiquement, il reste mesuré. L'Alsacien n'aime pas les coups d'éclat, il préfère user les résistances à force de patience. Un nouveau retournement se prépare pourtant, inattendu. En 1969, De Gaulle démissionne après l'échec du référendum sur la régionalisation et le Sénat. L'homme qui écrasait tout de sa silhouette s'efface. L'aveu république lui survit, mais l'ère gaullienne se clôt brutalement. Pour Pierre Pflimlin, c'est une sensation étrange. Son grand rival quitte la scène par la petite porte, non pas terrassé par un ennemi extérieur, mais par un vote populaire. Le géant vacille sur une question institutionnelle, là où le petit artisan parlementaire qu'il méprisait avait toujours placé le cœur du débat. Est-ce la revanche de Pflimlin? Pas vraiment. Le pays a changé, les partis d'hier sont en miettes, et l'homme qui aurait pu incarner une autre voie à l'échelle nationale se trouve désormais solidement ancré à Strasbourg. Il fait alors un choix définitif. Plutôt que de courir, une fois de plus, après un pouvoir central qui se dérobe, il va concentrer toute son énergie sur cette ville et sur l'Europe, non plus comme consolation, mais comme champ de bataille principal. Les années 1970 accélèrent tout. L'Europe des six s'élargit, la crise pétrolière bouscule les économies, les opinions publiques deviennent plus exigeantes envers ces institutions lointaines et surtout, une décision capitale se profile. Pour la première fois de leur histoire, en 1979, les députés européens vont être élus. Au suffrage universel direct, des millions de citoyens, de Lisbonne à Copenhague, vont voter pour choisir ceux qui les représenteront à Strasbourg ou ailleurs. Car la question du siège, encore et toujours, revient. Certains plaident pour regrouper l'ensemble des institutions à Bruxelles. La logique administrative est implacable. La logique symbolique, elle, est du côté de Strasbourg. Mais les symboles, en politique, ne tiennent que si quelqu'un se bat pour les défendre. Pierre Pflimlin comprend vite que cette bataille-là sera peut-être la dernière grande épreuve de sa vie politique. Il n'est plus un jeune député fougueux. Il approche des 70 ans. Ses cheveux se sont raréfiés. Ses traits se sont durcis. Le temps, une fois de plus, se referme sur lui comme un étau. S'il échoue, Strasbourg sera relégué au rang de simple décor, bon pour les cartes postales. S'il réussit, elle deviendra le théâtre où se jouera, session après session, la lente gestation d'une Europe politique. Tout s'accélère à l'approche des premières élections européennes. Les couloirs de l'hôtel de ville de Strasbourg se transforment en ruches. On prépare des dossiers, des maquettes, des plans de circulation, des projets d'extension de l'enceinte parlementaire. On parle de construire de nouveaux bâtiments, d'agrandir les salles de réunion, d'aménager des bureaux pour des centaines d'assistants. Les ingénieurs discutent de climatiseurs et de systèmes de traduction simultanée. Les diplomates, eux, comptent les voix, les alliances, ont les capitales favorables. Un jour, dans un bureau au rideau bleu, un collaborateur pose devant Pierre un calendrier épais comme un annuaire. Des flèches rouges relient des dates critiques. Réunion du Conseil européen, vote d'une résolution au Parlement, décision des ministres des Affaires étrangères. « Regardez, monsieur le maire, » lui dit-il, « si, à cette date-ci, rien n'est décidé pour Strasbourg, on peut considérer que c'est perdu. » Le doigt de l'attaché s'arrête sur un carré minuscule, à peine plus grand qu'un timbre. Une date, une seule, un ultimatum. Voilà la nouvelle horloge qui se met à marteler dans la tête de Pierre Pflimlin.
Il a affronté les nuits blanches de la décolonisation, les votes sous haute tension à l'Assemblée, les menaces de putsch. Le voici désormais face à un autre type de danger. La lenteur, la lassitude, le pragmatisme de ceux qui, au nom de l'efficacité, seraient prêts à abandonner une ville symbole. Le temps n'est plus mesuré en heures avant un coup d'État, mais en mois avant une décision administrative. Pourtant, l'enjeu lui semble aussi vital. Les derniers mois avant l'échéance sont une course discrète mais acharnée. Flimlin multiplie les voyages à Bruxelles, à Luxembourg, à Bonn, à Rome. Il reçoit des délégations, organise des visites de Strasbourg, fait découvrir la ville aux députés européens encore hésitants. On le voit, en costume sombre, guider des élus italiens le long des quais, expliquer à des Allemands émus que, de l'autre côté du Rhin, on peut encore voir les tranchées de 14-18. Il parle de réconciliation, de mémoire apaisée, de la force qu'il y a à placer le Parlement d'Europe là où, pendant des siècles, les canons tonnaient. Le twist final de cette séquence, personne ne l'avait vraiment anticipé. Non seulement Strasbourg conservera son rôle de siège d'émet du Parlement européen, mais Pierre Flimlin, l'ancien chef de gouvernement renversé, deviendra lui-même président de cette assemblée. En 1984, quand il est élu à la tête du Parlement européen, la boucle semble se refermer avec une ironie vertigineuse. 30 ans plus tôt, à Paris, il avait présidé un conseil condamné à mort par l'histoire. Le voilà, à Strasbourg, au perchoir d'une institution en train de naître vraiment aux yeux des peuples. Ce jour-là, dans l'immense hémicycle circulaire, entouré de drapeaux bleus frappés d'étoiles d'or, il s'avance d'un pas mesuré. Des députés de tous les pays se lèvent et applaudissent. Il y a là des anciens résistants, des exilés politiques, des héritiers de partis qui, quelques décennies plus tôt, s'entretuaient sur les champs de bataille. Il prononce un discours sans emphase inutile, dans ce français un peu traînant d'alsacien, où chaque phrase semble peser, limer. Il parle de paix, de droits fondamentaux, de solidarité. Il n'invoque pas de grandes figures nationales, ne revendique pas de destin personnel, il insiste, encore et toujours, sur l'idée de responsabilité partagée. Dans les coulisses, certains journalistes murmurent « Ce n'est pas un personnage flamboyant, pas un orateur à la De Gaulle ». Ils ont raison, mais ils se trompent sur l'essentiel. Si le général restait dans les mémoires comme la voix qui avait su dire « non » quand tout s'effondrait, Pierre Flimlin incarne, lui, ce oui bien plus discret, celui qu'on prononce chaque fois qu'on accepte de mettre un peu de son pouvoir en commun pour éviter que la folie ne recommence. Et pourtant, malgré cette ascension tardive sur la scène européenne, une autre course contre la montre commence à se dessiner, plus intime, plus implacable encore, celle de l'âge, de la fatigue, du temps personnel qui s'amenuise. L'homme qui avait vu la France basculer de la 3e à la 15e, puis à la veuve République, se sait dépositaire d'une mémoire que peu de ses collègues partagent encore. Combien de temps lui reste-t-il pour transmettre, pour peser, pour consolider ce qu'il a contribué à bâtir? Chaque mandat, chaque session plénière, chaque vote sur un traité ou une directive résonne, pour lui, comme une pierre de plus dans un édifice dont il ne verra peut-être pas l'achèvement. Sur les bancs du Parlement européen, des générations nouvelles s'installent. Des députés nés après la guerre, parfois après 1958, pour qui la 4e République n'est qu'un chapitre de manuel scolaire. Ils connaissent mal le nom de Pierre Flimlin, savent encore moins ce qu'il a vécu en 1958. Ils le voient comme un vieux sage, un Européen de la première heure, un maire de Strasbourg qui a bien défendu sa ville, c'est tout. Le reste, ces nuits d'angoisse à Matignon, ces discours étouffés par des ordres venus d'Alger, ces affrontements sourds avec un général qui rêvait d'une autre Europe, s'effacent dans le rétroviseur. Mais l'histoire, elle, n'a pas fini de tisser ses jeux de miroir. Car au moment même où Pierre Flimlin croit entamer la dernière ligne droite de sa carrière, un nouveau débat monte, sourdement, celui de l'avenir de la construction européenne elle-même. Faut-il accélérer vers une union politique, monétaire, se doter d'institutions plus fortes, d'un exécutif réellement responsable devant le Parlement? Ou se contenter d'un grand marché, d'une coopération souple entre États jaloux de leurs prérogatives? Derrière ces questions apparemment techniques, c'est encore le vieux conflit entre deux visions qui ressurgit, celui qui l'avait opposé, des décennies plus tôt, à De Gaulle,
Cette fois, pourtant, l'adversaire n'a plus un visage unique. Il est diffus, disséminé dans des chancelleries nationales, dans des partis eurosceptiques naissants, dans des opinions publiques, fatigué des sigles et des directives. À presque 80 ans, Pierre Pflimlin comprend que son dernier combat ne sera pas un face-à-face théâtral, mais une série de discussions patientes, de plaidoyers argumentés, de compromis arrachés jour après jour. Une guerre d'usure, exactement celle qu'il sait mener, mais avec au-dessus de lui une épée qu'il ne peut plus ignorer, le temps, qui se rétrécit inexorablement. Il lui reste encore à décider comment vivre ce crépuscule, se retirer, s'enfermer dans ses souvenirs ou continuer encore et encore à défendre cette idée simple qui l'accompagne depuis Strasbourg, depuis l'enfance, depuis les bombardements et les occupations. Une démocratie n'est jamais définitivement acquise, une paix jamais garantie, un héritage jamais assuré. Ce choix-là, celui de la sortie de scène, il le fera à sa manière, sans éclat, sans pathos. Mais avant de s'effacer, il lui reste une dernière chose à accomplir. Inscrire son nom, non pas dans le marbre d'un palais parisien, mais dans le tissu même d'une ville et d'un continent qui, longtemps après lui, continueront de chercher comment vivre ensemble sans se déchirer. Alors, quand il finit par choisir, ce n'est pas le grand rideau qui tombe, ni la lumière qui s'éteint d'un coup. C'est une scène beaucoup plus modeste. Un bureau aux murs pâles, quelques cartons déjà fermés, un calendrier de l'année en cours, et posé au milieu du désordre, un stylo qu'il hésite à ranger dans une boîte. Pierre Pflimlin vient de quitter la mairie de Strasbourg après plus de 20 ans. Il a présidé le Parlement européen. Il sent la fatigue dans ses épaules, le poids de décennies de combats. Tout semble indiquer que le moment est venu de se retirer, enfin. Et c'est là que le téléphone sonne. Une sonnerie banale, presque ridicule après tant d'hémicycles et de coups de théâtre. Au bout du fil, Paris, plus exactement l'Élysée. Un nom circule, François Mitterrand. L'invitation, à première vue, frôle l'absurde. L'ancien adversaire de la constitution gaulliste, l'homme qui voyait dans la veuve république une machine à concentrer le pouvoir, est appelé à siéger au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire à devenir l'un des gardiens suprêmes de ce même régime. Le paradoxe est si énorme qu'il arrache presque un sourire à ce visage habituellement fermé. Acceptera-t-il ? À son âge, bientôt 80 ans, tout le monde s'attend à ce qu'il décline poliment. Pourtant, derrière ses lunettes, quelque chose se rallume. Car ce que Paris lui propose, en vérité, ce n'est pas de protéger un texte figé, mais de continuer à peser sur l'équilibre entre le pouvoir national et cette Europe dont il n'a jamais cessé de rêver. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas seulement le sanctuaire de la veuve République, c'est désormais aussi l'instance qui dira jusque où la France accepte de partager sa souveraineté avec les institutions européennes. Une fois encore, le compte à rebours se relance, sous une autre forme. Avant de monter dans ce dernier train pour Paris, il prend le temps de regarder derrière lui. À Strasbourg, la ville n'a plus rien à voir avec celle qu'il a trouvée au tournant des années 1960. Les quais ont été réaménagés, les quartiers périphériques reliés, les lignes de bus prolongées vers ce qui est devenu un quartier européen à part entière. Là où il arpentait autrefois des terrains boueux en désignant du doigt des perspectives imaginaires, s'élèvent désormais des bâtiments. De verre, des salles de conférence, des cabines de traduction bardées de casques et de boutons. Dans les heures bleues du soir, il aime encore parfois s'arrêter non loin du Palais de l'Europe, lever les yeux vers les vitres illuminées et se dire « Au moins, ça, ils ne pourront plus nous le reprendre ». Mais il sait que le combat pour Strasbourg n'a jamais été seulement un combat pour des murs. Ce qui l'inquiète, ce qui continue de lui serrer la poitrine, c'est cette lassitude qui monte chez les peuples, ces sourires ironiques, quand on parle de Bruxelles, de directives, de compromis. Si le rêve européen se transforme dans les esprits en simple paperasserie technocratique, alors tout ce qu'il a construit pourra, un jour, se fissurer. Le Conseil constitutionnel, à Paris, ne ressemble à aucun des lieux de pouvoir qu'il a connus. Pas d'hémicycle surchauffé, pas de journalistes qui interpellent dans les couloirs, pas de nuits blanches passées à compter des voix. Ici, des salons silencieux, des bibliothèques, des dossiers épais comme des briques, marqués de tampons rouges. On y parle bas, on s'exprime par décision, par considérant, par en l'état de la jurisprudence.
Pour un ancien parlementaire, habitué au tumulte, c'est un dépaysement radical. Mais sous ce calme, il sent battre un autre type de tension. Car la France, à la fin des années 1980, s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive. L'union économique et monétaire, le marché unique, puis très vite, ce qui deviendra le traité de Maastricht. Derrière les formules juridiques se cachent des renoncements partiels à la souveraineté monétaire, budgétaire, à des pans entiers, de ce que l'on appelait autrefois la loi du Parlement. Or, chaque fois que Paris signe un traité, une même question revient sur la table verte du Conseil constitutionnel. Jusqu'où peut-on aller sans trahir la lettre de 1958 ? Où passe la frontière, précisément, entre une république française maîtresse d'elle-même et une république qui accepte d'entrer dans un ensemble plus vaste? L'ironie est cruelle. C'est à l'adversaire le plus constant de la toute-puissance présidentielle qu'on demande désormais de dire si la France peut, oui ou non, avancer plus loin dans l'intégration européenne. Pendant que les conseillers débattent, dans ce langage abstrait fait d'articles et d'alinéas, Pierre Pflimlin, lui, voit défiler autres images, des trains de soldats en 1939, des uniformes allemands dans les rues de Strasbourg en 1940, des villages d'Alsace bombardés, des frontières qui se ferment, se rouvrent, se referment encore. Il pourrait se contenter de technicité. Il choisit au contraire de rappeler, à voix sereine mais ferme, le sens politique de ce qu'ils examinent. Face à lui, un autre adversaire a pris forme, plus diffus, plus insaisissable que De Gaulle autrefois. Ce sont ces souverainistes. De gauche comme de droite, ces nouveaux tribuns qui tonnent contre Bruxelles promettent le retour à un âge d'or national qui n'a jamais vraiment existé. Dans les journaux, à la télévision, on parle de plus en plus de Europe forteresse, de déficit démocratique, de technocrates non élus. Certains soirs, en écoutant les débats, il a l'impression d'entendre en écho les mêmes peurs, les mêmes colères qu'aux pires heures de la 14e République. On accuse, on simplifie, on désigne des boucs émissaires, on agite des chiffres comme on agitait autrefois des drapeaux, puis vient 1989, l'année où tout ce qui paraissait figé se met soudain à trembler, le mur de Berlin se fissure, puis s'ouvre, puis s'écroule sous les coups de milliers de mains nues. À la télévision, des Allemands de l'Est franchissent en larmes des frontières qu'ils croyaient éternelles. À Strasbourg, Pierre Pflimlin reste longtemps debout devant l'écran, silencieux. Pour celui qui a grandi dans une Alsace ballottée entre deux empires, voir l'Allemagne se réunifier pacifiquement est une scène presque irréelle. L'Europe, qu'il imaginait depuis des décennies comme un espace réconcilié, s'étend soudain vers l'Est, vers des pays qu'on croyait condamnés à rester prisonniers d'un autre bloc. Mais ce formidable espoir porte en lui une nouvelle menace. Si l'Europe s'agrandit trop vite sans se doter de règles politiques solides, elle risque de se déliter en une juxtaposition d'intérêts, de replonger dans ce jeu d'alliances fluctuantes qui a déjà, par le passé, mené au désastre. Le temps, encore une fois, se contracte. Il faut inventer de nouvelles institutions, de nouveaux traités, avant que les anciens réflexes ne reprennent le dessus. À plus de 80 ans, il a conscience de vivre un moment que d'autres auraient rêvé d'affronter avec la fougue de leurs 20 ans. Lui n'a plus que la rigueur de son jugement et la mémoire de ce qu'il a vu. Lorsque le traité de Maastricht se profile, au début des années 1990, il comprend que cette fois, la bataille se jouera moins dans les palais que dans les esprits. Le traité ne crée pas seulement une monnaie unique et une banque centrale indépendante. Il consacre l'idée que l'Union européenne est autre chose qu'un simple marché. Une communauté politique en gestation, avec une citoyenneté, des compétences partagées, un parlement renforcé. Pour lui, c'est presque l'accomplissement d'un rêve dessiné à la main sur des feuilles de papier jaunies dans les années 1950. Pour ses adversaires, c'est une trahison, une dissolution de la nation. La France choisit le référendum, et soudain, la scène se renverse. Le vieux parlementaire, le maire, le président d'assemblée, celui qui a passé sa vie à parler, à convaincre, à argumenter, se retrouve réduit au silence. Membre du Conseil constitutionnel, il est condamné, par devoir de réserve, à ne pas prendre publiquement position durant la campagne. Il ne peut ni monter sur une estrade, ni signer un appel partisan, ni débattre à la télévision.
Il regarde d'autres, plus jeunes, plus en verve, se déchirer sur les plateaux, caricaturer les enjeux, transformer en slogan ce qui lui apparaît comme un choix de civilisation. Le soir du vote, en septembre 1992, les chiffres tombent au compte-gouttes. Les bulletins sont dépouillés dans des mairies, des gymnases, des préaux d'école. Devant la télévision, dans un salon discret, Pierre Pflimlin suit les cartes qui se colorent, les commentaires qui s'emballent. Le non progresse, le oui résiste, rien n'est joué. Pendant quelques heures, tout son parcours se condense dans un pourcentage qui grimpe, descend, remonte. Il a connu les chutes de gouvernement à une voix près, les angles morts des majorités introuvables. Il sait à quel point l'histoire peut basculer sur une poignée de bulletins quand, tard dans la nuit, le oui l'emporte d'un cheveu, 51%. Il ne pousse aucun cri de victoire. Il ferme simplement les yeux un instant, avec ce mélange de soulagement et d'inquiétude qui caractérise les vieux combattants. Ce n'est pas la fin, juste un sursis, une étape franchie de justesse. Ce qui le frappe, ce n'est pas tant la victoire fragile du traité que la profondeur du doute exprimée par presque la moitié du pays, une moitié qui, il le sent, ne disparaîtra pas en silence. Dans les couloirs du Conseil constitutionnel, les années suivantes, il devient peu à peu cette silhouette fine, discrète, que les jeunes collaborateurs croisent avec un respect teinté d'incompréhension. Ils savent qu'il a été président du Parlement européen, maire de Strasbourg, éphémère président du Conseil, mais tout cela leur semble appartenir à un autre âge. Lorsqu'il dépose sur son bureau un dossier lié à une directive européenne, il n'imagine pas que, derrière ces remarques techniques, se cache l'ombre de bataille menée 30 ans plus tôt pour que ces directives puissent seulement exister. À Strasbourg, pendant ce temps, les grues tournent autour d'un chantier colossal. Un nouveau bâtiment pour le Parlement européen, plus vaste, plus moderne, capable d'accueillir des centaines de députés venus d'une union élargie. On parle déjà de l'intégration des pays d'Europe centrale, de la candidature future de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque. L'ancien hémicycle, inauguré dans les années 1970, paraît soudain exigu, presque provincial. On veut une architecture qui dise l'ambition du projet. Une façade courbe, un immense cylindre qui se dresse vers le ciel, des parois vitrées où se reflètent les nuages. Lorsque Pierre Pflimlin revient à Strasbourg pour visiter le chantier, invité en tant qu'ancien président, il marche lentement sur les passerelles de métal provisoires, un casque de sécurité vissé sur la tête, entouré d'ingénieurs en gilets fluorescents. L'odeur de béton frais se mêle au vrombissement des machines. Il regarde ce squelette géant, ces futurs couloirs où déambuleront des députés lettons, espagnols, irlandais, slovènes, et sent monter en lui une émotion presque enfantine. Ce qu'il dessinait autrefois avec des mots, voilà qu'on le coule dans le béton, qu'on le boulonne à l'acier, qu'on le fixe dans le paysage, mais là aussi, un doute le pique. Construire des murs ne suffit pas. Derrière ces verrières flamboyantes, il faudra encore donner un sens à ce que l'on votera, à ce que l'on partagera. Or, partout sur le continent, les taux d'abstention aux élections européennes montent. Des commentaires acerbes se multiplient, parlement croupion, usine à résolution, institutions lointaines. Dans les cafés de Strasbourg même, on entend parfois « Tout ça, c'est bon pour les fonctionnaires, pas pour nous ». L'indifférence, cette ennemie silencieuse, avance comme une nappe de brouillard. C'est peut-être là, à la toute fin de sa vie, qu'apparaît le vrai visage de son dernier adversaire. Ce n'est plus de Gaulle, ni les putschistes d'Alger, ni les souverainistes tonitruants. C'est cette fatigue démocratique qui fait baisser les bras, cette tentation de croire que tout est joué ailleurs, que nos voix ne changent plus rien. Pour un homme qui a vu une république agoniser sous le poids de l'apathie et du ressentiment, ce désengagement est plus terrifiant que les cris des foules. En 1998, il quitte le Conseil constitutionnel, il a 91 ans. On lui remet des décorations, on lui adresse des remerciements appuyés, on rappelle quelques dates, quelques titres. Certains discours insistent sur sa sagesse, sur son expérience. Lui sourit poliment. Mais au fond, ce mot de sagesse l'agace presque. Il a passé sa vie non pas à contempler, mais à choisir, à trancher, à prendre des risques mesurés,
On le range désormais dans la catégorie rassurante des figures tutélaires inoffensives, des anciens qu'on salue sans vraiment les écouter. De retour à Strasbourg, il se retrouve face à une ville qui porte désormais sa marque partout, parfois sans même le savoir. Dans certains quartiers, les enfants vont à l'école européenne, prennent des bus qui les déposent près du Conseil de l'Europe, voient défiler dans les rues des cortèges de drapeaux inconnus. Des panneaux multilingues indiquent la direction des institutions. Des restaurants affichent des menus en 3, 4 langues. Ce qui, autrefois, relevait de la chimère, une ville à la fois française, allemande, européenne, est devenu le quotidien, et pourtant, très peu de ses passants savent que le maire qui a obstinément poussé dans ce sens s'appelle Pierre Pflimlin. Il n'en prend pas ombrage. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas que son nom soit répété, c'est que les gestes qu'il a posés s'inscrivent dans la normalité. Il aurait presque envie qu'un jour, un jeune Strasbourgeois puisse dire, avec une forme d'ingratitude heureuse, « C'est évident que le Parlement est ici, où voulez-vous qu'il soit ?» Car lorsqu'une évidence s'installe, c'est souvent qu'un long combat a été mené et gagné en amont. Les dernières années sont calmes en apparence. Il donne encore, de temps à autre, une conférence à l'université de Strasbourg, devant des amphithéâtres remplis de visages qui pourraient être ceux de ses petits-enfants. Il raconte l'Europe non pas comme un concept, mais comme une expérience personnelle. Les langues mélangées, les frontières qui bougent, toutes seules, les visages amis soudain devenus ennemis parce que des lignes sur une carte ont changé. Parfois, un étudiant lui demande « Est-ce que ça valait la peine ?» Tout ce temps, tous ces compromis, pour une Europe que beaucoup trouvent encore si compliquée? Il prend alors une seconde, le temps de refaire, intérieurement, le chemin depuis les années 1930, et il répond simplement « Regardez autour de vous. Vous voyagez, vous étudiez, vous travaillez avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols, sans que cela ne vous paraisse exceptionnel. Dans ma jeunesse, ces mêmes nationalités se rencontraient le plus souvent dans les tranchées. Si tout ce que nous avons bâti ne vous semble aujourd'hui que normal, alors oui, cela valait la peine. » Au printemps 2000, son corps commence à trahir ce que son esprit refuse encore de lâcher. Les marches sont plus difficiles, les trajets plus courts, les rendez-vous plus espacés. Il continue pourtant de suivre l'actualité, d'encercler des articles dans les journaux, de s'agacer contre tel ou tel discours anti-européen. On le voit parfois, solitaire, sur un banc près de Lille, face aux bâtiments où flottent à la fois le drapeau tricolore et le drapeau bleu aux étoiles. Il reste là longtemps, comme s'il veillait sur quelque chose de fragile. Le 27 juin 2000, la nouvelle tombe. Pierre Pflimlin est mort, à Strasbourg. Il avait 93 ans. Les hommages se succèdent. On rappelle qu'il fut président du Conseil en 1958, ministre à de multiples reprises, maire de Strasbourg, président du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel. On évoque son accent d'Alsacien, sa discrétion, sa ténacité. On souligne son engagement européen, sa foi dans la réconciliation franco-allemande. À Paris, certains éditorialistes redécouvrent, un peu tard, la trajectoire de cet homme qui avait traversé tout le siècle en restant toujours légèrement en retrait des phares de l'actualité. À Strasbourg, ses obsèques prennent une dimension particulière. Dans la cathédrale, sous la voûte vertigineuse, se côtoient des élus français, des responsables européens, des représentants de villes, jumelés, des anonymes venus simplement dire adieu à leur ancien maire. Les orgues résonnent, les drapeaux se penchent. Dans le silence, on entend presque comme un écho lointain les voix de ceux avec qui il s'est affronté, alliés, réconciliés. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Adenauer, Schuman, autant de silhouettes qui ont, chacune à leur manière, écrit une part de ce récit. Son corps est inhumé en terre alsacienne, dans cette région qu'il n'a jamais cessé de considérer comme le laboratoire de l'Europe. Quelques années plus tard, un pont jeté au-dessus du Rhin portera son nom, le pont Pierre Pflimlin, reliant directement la France et l'Allemagne, comme une signature posthume tracée d'un trait de béton et d'acier. Des milliers de voitures le franchiront chaque jour, sans se demander qui fut cet homme. Mais pour qui connaît son histoire, ce pont résume tout. Un passage, une traversée, un refus des ruptures brutales. Et le rival dans tout cela ? De Gaulle, longtemps, a semblé écraser sa silhouette,
Comme un chêne étouffe les jeunes pousses, les manuels scolaires continueront de raconter en détail les grandes heures gaulliennes, l'appel de 18 juin, le retour de 1958, la Ambayando e Foya Andiandiais, certaines idées de la France. Le nom de Pierre Pflimlin, lui, restera plus discret, niché dans des chapitres sur la 4e République, sur la construction européenne, sur l'histoire de Strasbourg. Mais si l'on regarde de près, si l'on suit le fil des institutions qui nous gouvernent aujourd'hui, on s'aperçoit que le duel entre ces deux visions ne s'est jamais vraiment achevé. La veuve république existe toujours, avec son président puissant, son exécutif fort, victoire de Gaulle. Mais la France est aussi enchâssée dans une Union européenne dotée d'un Parlement élu au suffrage universel, de pouvoirs législatifs croissants, d'une Cour de justice qui s'impose parfois au droit national, victoire, au moins partielle, de la patience pflimlinienne. Les deux logiques cohabitent, se heurtent, se corrigent. Chaque crise, économique, politique, géopolitique, rouvre la question. Faut-il se replier sur l'État-nation ou approfondir les mécanismes communs? À chaque fois que cette alternative ressurgit, chaque fois qu'un responsable politique hésite entre le coup de menton souverainiste et la recherche d'un compromis européen, c'est comme si, dans l'ombre, revenait le face-à-face entre le tribun et l'Alsacien discret. L'un misait sur le geste spectaculaire, l'autre sur la couture patiente. L'un sur la verticalité du pouvoir, l'autre sur l'horizontalité des structures. Aucun n'a totalement gagné, aucun n'a totalement perdu. C'est dans la tension entre leurs deux héritages que se joue encore aujourd'hui une partie de notre avenir. Reste l'homme, derrière les fonctions. Celui qui, toute sa vie, a travaillé avec la sensation aiguë que le temps manquait toujours. Temps pour éviter un putsch, temps pour sauver une république, temps pour ancrer une ville dans l'Europe, temps pour que les peuples s'habituent à cette souveraineté partagée. Sa biographie ressemble à une série de contes à rebours interrompus in extremis, de projets qu'il a fallu lancer avant que la fenêtre ne se referme. S'il y a une leçon à tirer de ce parcours, ce n'est peut-être pas une morale grandiloquente, mais une simple constatation. Dans la histoire, les victoires durables appartiennent rarement aux héros flamboyants. Elles sont souvent le fait d'hommes et de femmes qui acceptent d'agir dans l'entre-deux, de tenir des positions fragiles, de bâtir des ponts au moment même où d'autres dressent des murs. Pierre Pflimlin fut de ceux-là. Son nom ne déclenche pas d'ovation dans les stades, on ne l'arbore pas sur des t-shirts, il n'existe pas de mythe populaire à son sujet. Mais chaque fois qu'un train à grande vitesse franchit le Rhin sans s'arrêter aux barrières, chaque fois qu'un étudiant d'un pays anciennement ennemi s'installe pour quelques mois dans une université d'en face, chaque fois qu'un député européen lève la main dans l'hémicycle de Strasbourg pour voter une loi qui s'appliquera sur tout un continent, une part invisible de son obstination continue de travailler le réel. Et si, un jour, l'Europe devait vaciller, se remettre en question, repartir à zéro, peut-être faudra-t-il alors se souvenir de cette silhouette un peu voûtée, à la voix sans emphase, qui répétait inlassablement que la démocratie, la paix, l'unité ne se décrètent jamais une fois pour toutes. Elles se négocient, se défendent, se réparent, encore et encore, tant qu'il reste un peu de temps sur l'horloge,